Bonjour, bienvenue à une autre émission d'Histoire de livres. J'ai toujours un très grand privilège de vous présenter mes amis, personnes qui ont eu le courage d'écrire et de publier un livre. Et aujourd'hui, je suis vraiment choyée. J'ai à mes côtés Mme Lucille Martin-Bordelot. Bonjour, Lucille. Bonjour. Vous permettez que je vous appelle Lucille comme si nous étions des amis? Certainement. Alors, j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler de votre livre « Les bonnes combinaisons alimentaires » qui vient d'être réédité aux éditions Québécois. Je suis très curieuse de savoir comment est née à l'origine l'histoire de ce livre. C'est que mon mari a étudié en naturopathie. Et puis, c'est-à-dire, à l'origine, c'est son père qui voyageait en Ontario, puis il s'est adonné à aller dans un magasin Taube, qui était un naturiste et puis qui vendait des produits naturels, puis qui éditait un journal sur les choses naturelles, les aliments naturels et tout. Et puis, son père a rapporté ça à mon mari, qui était déjà enclin aux choses naturelles. Alors là, il a vu une annonce là-dedans qu'on annonçait des cours en naturopathie. Et puis, comme je trouvais qu'il était vraiment soucieux de l'alimentation, j'ai dit, inscris-toi et puis tu vas voir qu'est-ce que ça donne. Alors, finalement, il s'est inscrit et puis les cours se donnaient à Montréal. Alors, il est allé prendre des cours et puis ensuite, là, tout ce qu'il apprenait, on le mettait à profit. On changeait l'alimentation au fur et à mesure qu'on apprenait des choses. Et puis, c'est là, comme on dit, comme mon mari qui était, à ce moment-là, lui, c'était un type qui était, comment est-ce qu'on peut dire ça, tout en aimant les bonnes choses, il s'alimentait mal. Parce que d'abord, il avait rejeté la viande. Alors, comme protéine, il n'avait plus grand-chose à manger parce qu'à ce moment-là, tu pouvais manger du fromage ou des noix, mais ce n'était pas toutes les familles qui mangeaient ces choses-là. Alors, il a grandi carencé. Et puis là, c'est là, avec ses cours en naturopathie, qui a changé son alimentation. Et j'ai changé la mienne. On a amélioré notre alimentation, de sorte que, eh bien, de fil en aiguille, comme on dit, là, on apprenait quels aliments étaient bons pour la santé, ceux qui étaient nocifs. Et ensuite, on a ajouté à ça les bonnes combinaisons alimentaires. C'était un livre qui a été écrit, une technique qui a été mise au monde par un Américain, Herbert Shelton, un chiro, qui, lui, après moult recherches, s'est rendu compte que c'était avec le système digestif qu'on pouvait corriger notre alimentation. Savoir comment fonctionne notre système digestif pour pouvoir assimiler notre nourriture, parce que ce n'est pas tout de manger. Il faut l'assimiler pour que ça devienne notre chair, nos os, etc. Là, alors... ça nous amène vraiment à l'utilité de votre livre, puisque les lecteurs vont pouvoir y découvrir des façons de mieux combiner, de mieux marier les différents aliments. Exactement, parce que c'est un livre d'abord qui est très simple. Et puis, moi, j'ai vulgarisé, en fait, la technique de Herbert Shelton, parce qu'elle était un peu sévère, pas sévère, mais, comment on dit ça? Rigide. Rigide, bien difficile à comprendre. Ouais. C'était peut-être, comme on disait, pour les initiés. Alors, j'ai dit, bien, moi, je vais le vulgariser. Mais c'est qu'entre-temps, on a eu une maison de jeûne. Et puis, les gens venaient jeûner une semaine, 2 semaines, etc. Et puis là, le soir, on leur donnait une conférence sur l'alimentation pour que, en retournant chez eux, qu'ils ne retournent pas dans les mêmes mauvaises habitudes pour revenir, pour tomber encore dans la maladie. Alors là, on leur disait, bien, prenez donc, achetez-vous le livre de Herbert Shelton. Il disait, on l'a, mais il est trop rigide. Alors, bien, dans ma tête, j'ai dit, moi, je vais en faire un qui va être bon pour de 6 ans à 77 ans, comme les livres de Tintin. Ça fait que j'ai dit, tout le monde va pouvoir s'en servir. Ce livre a déjà connu ses heures de gloire, puisqu'il a déjà été publié avec un grand succès. Ah oui, ce livre, oui, il a été vendu à plus de 50 000 copies. Et puis, à la fin de 2010, je pense, mon éditeur a dit, bien là, je n'en fais plus de livres, je prends ma retraite. Et puis, là, je l'ai laissé sur les tablettes. Mais sur les conseils de mon fils Louis et puis sa coiffeuse, Danielle, on m'a dit, pourquoi tu ne le remets pas sur le marché? Okay. Ça fait que là, bien, je l'ai remanié quelque peu, mais c'est toujours la même base, les combinaisons alimentaires, c'est-à-dire savoir quoi manger avec quoi pour éviter les gaz, ballonnements, maux de tête, prévenir le cancer, en fait, prévenir toutes les maladies et être bien dans sa peau comme je le suis présentement.
D'ailleurs, c'est étonnant de voir à quel point, même sans que vous ayez à nous prêcher les bonnes combinaisons alimentaires, votre physique, votre vivacité d'esprit à 89 ans est vraiment déjà un témoignage de ce que vous prêchez, de ce que vous enseignez. Comment les gens vont-ils avoir, je dirais, l'impulsion de faire un changement? Parce que de la théorie à la pratique, c'est toujours ce que les gens en font qui fait la différence pour la santé ou pour la longévité d'une personne. Comment, avec les conseils que vous fournissez dans votre livre, les gens peuvent réapprendre à manger mieux? C'est que, bien, quand les gens viennent tellement malades, là, les gens qui sont pris d'arthrite, de rhumatisme, d'ostéoporose, la vie n'est pas très, très facile, hein, quand ça te prend presque une demi-heure à te lever le matin pour descendre de ton lit, tout ça. Alors qu'ils vont aller dans les magasins d'aliments naturels. Et puis là, il y a les livres qui sont vendus là, et puis c'est surtout, ça touche la maladie, la santé. Ce n'est pas comme les livres que tu achètes dans une librairie, il y en a de toutes les sortes, là. Tandis que là, ils sont spécialisés dans des livres pour la santé. Alors, les gens regardent le titre, puis ils ont la curiosité d'aller voir, hein? Et puis, comme le livre, comme c'est vraiment très, très simple, quand tu connais le fonctionnement du système digestif, tu te dis, mon Dieu, mais c'est simple, je suis capable de le faire, là, tu sais. Parce que là, tu apprends, puis c'est écrit dans le livre comme je vous parle, là. Alors, tu sais, c'est pas des grandes discussions, des grandes philosophies. Il faut aller donner les choses pour que les gens comprennent, qu'ils puissent le mettre en pratique, là, tu sais. Parce que, comme je dis aux gens, quand vous achetez le livre, c'est pas de le mettre sur la tablette ou sur l'armoire. Lisez-le, et une page à la fois, tout ça. Et puis, comme j'ai su aussi que mon livre était bien lu, comme on dit, c'est que dans les premiers livres, mon numéro de téléphone était marqué. Alors, les gens m'appelaient pour me dire comment est-ce qu'ils avaient amélioré leur santé avec le simple petit bouquin, tu sais. Alors, tu sais, moi, j'étais bien contente de ça. Tu sais, je me dis, au moins, je suis utile dans la société. Bien, d'ailleurs, c'est une très belle mission pour une vie que de pouvoir enseigner aux autres à mieux vivre et à avoir une meilleure qualité de vie. La théorie de base, c'est comment agencer les choix de nos aliments pour nous permettre de mieux digérer, de mieux fonctionner, d'avoir plus d'énergie. Bien, c'est ça, parce que en fait, la définition, la technique des combinaisons alimentaires, des bonnes combinaisons alimentaires, c'est la science ou la connaissance de la compatibilité des aliments entre eux. Okay. C'est-à-dire savoir quoi manger avec quoi pour éviter les gaz, les ballonnements, les maux de tête, la migraine, l'obésité, etc., le cancer, prévenir le cancer et tout. Et puis là, dans le livre, c'est que j'explique le fonctionnement du système digestif. Tout part de notre système digestif, hein? Alors, dans notre système digestif, évidemment, ça commence par les aliments entrent dans la bouche, l'œsophage, ensuite l'estomac, puis tout ça, l'estomac grêle, l'estomac, et puis l'intestin grêle. Voilà. Alors, si, moi, d'abord, il y a des catégories d'aliments. Hein? Tu as des protéines, tu as des amidons, et puis les sucres. Alors, qu'est-ce qui est le plus nocif là, dans l'alimentation? Ce sont les sucres. Parce que d'abord, mes amidons, les autres sont digérés dans l'estomac, ils vont passer dans la bouche, puis ils vont finir leur digestion dans l'estomac. Les protéines, la même chose, vont passer dans la bouche, puis ils vont finir leur digestion dans l'estomac. Tandis que le sucre, lui, va passer dans la bouche, il va passer dans l'estomac, mais il finit sa digestion dans l'intestin grêle. Alors, ce qui arrive quand j'ai tous ces aliments-là dans mon estomac, alors, les sucs gastriques qui doivent, par exemple, sortir, si on peut dire, là, se présenter pour digérer les amidons, les sucs gastriques pour digérer les protéines, qui ne sont pas les mêmes, là, tu sais. Là, j'arrive avec mes sucres, moi, qui viennent tout mélanger, la chose. C'est une rue enfargée, comme on dit, là, encombrée. Alors, ce qui arrive, c'est que les aliments restent trop longtemps dans l'estomac. Alors, les amidons vont fermenter, les protéines vont putréfier et quand ça finit par sortir, parfois, au lieu de prendre 2 heures une digestion, ça va en prendre 3 à 4 heures. D'où les problèmes. Alors, tout ce qui arrive dans l'intestin grêle, c'est déjà de la fermentation, de la putréfaction. Alors, ce ne sont pas tellement des bons aliments, là, hein? Alors, à ce moment-là, c'est là que la maladie se propage. Là, ça va sortir pour les uns comme de l'arthrite, du rhumatisme, d'autres de l'ostéoporose, d'autres, ça va être peut-être le cancer, l'obésité, etc. Alors que
Parce que, peut-être, comme je dis, les amidons, les autres demandent des sucres gastriques acides doux, presque doux, pour être digérés. Tandis que les protéines vont demander des acides très acides pour être digérés. Donc, quand je mets tous ces aliments-là ensemble, la digestion ne se fait pas, hein? Toute une rue enfargée, là, tu sais, encombrée, une maison encombrée. Congestionnée, hein, oui. Congestionnée. On enfarge pour passer, comme on dit, d'un appartement à l'autre. Alors, c'est rien de bon, hein? Alors, à ce moment-là, quand tu connais le fonctionnement du système digestif, c'est pas difficile, je veux dire, de se corriger. Et puis, dans le livre, d'abord, j'explique tous les aliments, les catégories d'aliments, les aliments qu'on doit manger. J'explique le fonctionnement du système digestif. Alors, les gens, ce ne sont pas tous, comme on dit, des hurluberlus qui ont téléphoné pour me dire qu'ils ont amélioré leur santé. Ils l'ont vraiment amélioré. Ce sont des témoignages réels. Exactement. Puis le livre ne serait pas vendu à 50 000 copies si... parce que la publicité, on n'en fait pas beaucoup hein, dans les livres. C'est du bouche à oreille. Puis les conférences que je donne, parce que je donne encore des conférences, j'ai fait des salons de la santé et puis tout ça. Là. Et puis les gens sont vraiment... heureux, là, tu sais, quand tu te lèves le matin, tu n'as pas la fameuse migraine, tu n'as pas le mal de tête. De se sentir bien. De se sentir bien. Moi, à mon âge, je voyage encore, puis je voyage seule parce qu'il n'y a personne qui veut voyager à mon âge. Ils ont tous peur de... Bien, ils sont malades, ou ils ont, tu sais, alors que tu t'en vas sans arrière-pensée, tu t'en vas, puis je reviendrai quand mon périple sera fini. Non seulement vous nous proposez un livre qui est raisonné, qui est sensé, mais vous faites aussi la démonstration que ça fonctionne. Bien, exactement. Puis tout se passe dans notre assiette, en fait. Exactement, parce que si vous avez remarqué, quand on mange mal, si on peut dire qu'on mange toutes sortes de choses comme on a l'habitude de le faire, c'est qu'après un repas, si vous avez remarqué, on a somnolence, hein? Ouais. On dormirait donc. Moi, je me souviens que j'étais... On a une perte d'énergie, là. Ouais. Bien, c'est que l'estomac étant encombré, alors la circulation de sang ne se fait pas bien. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on a vraiment, là... de la difficulté à marcher, à sourire. Alors, vous nous proposez toute une nouvelle façon de gérer ce qu'on va déguster. Et non seulement une façon de le gérer, mais une façon aussi d'apprécier davantage notre vie en conservant notre santé. Bien, je comprends. Oui, oui. Alors, j'invite les gens, évidemment, à se procurer ce livre, Les bonnes combinaisons alimentaires. Un livre très précieux, puisque j'imagine qu'une fois qu'on l'a adopté, on ne va plus le quitter pour le reste de notre vie si on veut vivre en santé. Un livre signé Lucille Martin-Bordelot. Et je vous quitte, Lucille, en vous laissant une petite pensée. Moi qui aime tellement les mots, les livres, alors Baudelaire a dit « Tout homme peut se passer de manger pendant 2 jours, mais jamais de poésie ». Alors, nous revenons dans quelques minutes avec ma seconde invitée du jour, Mme Louise-Marie Saint-Vincent. Et j'aimerais en même temps inviter nos auditeurs à être très attentifs puisque aujourd'hui, nous annonçons une promotion très spéciale. Alors, comme nous sommes à l'approche de la Saint-Valentin, j'aimerais inviter les auditeurs, auditrices de TVRL qui nous regardent et qui veulent participer à une activité Saint-Valentin de s'inscrire pour le tirage d'un exemplaire du Journal de notre amour. Journal de notre amour étant un album que les gens en couple peuvent compléter pour pouvoir conserver précieusement toutes les étapes de leur relation de couple. Alors, parmi nos auditeurs aujourd'hui, tous ceux et celles qui auront la gentillesse de nous faire un petit courriel pourront avoir la chance de participer au tirage d'un exemplaire. Alors, il vous suffit d'écrire à info@tvrl.ca, concours Journal de notre amour. Alors, j'invite les gens à s'inscrire nombreux. Nous revenons donc dans quelques minutes avec notre deuxième invité, auteur du livre « Un amour perdu ». Nous voici de retour et j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Mme Louise-Marie Saint-Vincent. Bonjour, Louise. Bonjour, Marie. C'est très agréable de regarder la pochette de votre livre « Un amour perdu ». Il s'agit, je crois, de votre deuxième ouvrage. Effectivement, c'est mon deuxième roman fiction, je devrais souligner, qui a été édité dernièrement. Comment est née l'histoire de ce livre? Oh mon Dieu, c'est une très grande question. Vous savez, moi, je fonctionne
différemment, peut-être un mot, une parole ou une image que je vais voir et qui va déclencher l'histoire que je veux raconter. Donc, il y a une source d'inspiration derrière ce livre. Oui, mais c'est très flou dans ma mémoire parce que dès que je commence à faire mon schéma, de structurer le roman, la raison pour laquelle je l'ai écrit, je l'oublie. Donc, votre processus de création littéraire, il y a un élément déclencheur, mais qui devient secondaire. Oui, exactement. Vous l'utilisez simplement comme un tremplin pour vous lancer. Exactement. Ouais. Et dans ce cas-ci, nous nous retrouvons dans une histoire qui nous ramène à l'époque de la guerre. Exactement. Si vous pouvez regarder à l'endos, j'ai écrit que c'est une réflexion que j'ai écrite sur les effets désastreux qui ont bouleversé les hommes, qui ont chamboulé leur vie, qu'ils ont sacrifié leur vie même pour la liberté de leur pays. Et c'est probablement cette façon-là qui m'a amenée, cette histoire-là, ou ces images-là qui m'ont amenée à écrire le livre. Donc, vous êtes partie d'une impression ou d'un message? D'une impression, plutôt. Et vous avez tissé l'ensemble du roman, parce qu'il s'agit quand même d'un roman. C'est un roman fiction. Oui, c'est ça. Exactement. Fiction, mais inspiré quand même de ce qu'a été la guerre et ses répercussions. Bien, écoutez, on a du vécu rendu à un certain âge, et puis à travers les films qu'on nous a présentés, à travers des lectures, à travers des conférences. Alors, tout ça, c'était très vivant pour moi. Et vous l'avez mis en scène? Oui. Comme quelqu'un créerait un film d'époque? Oui, oui. Alors, nous avons une héroïne un peu particulière qui va s'attacher à votre héros principal qui, lui, va partir à la guerre. Exactement. Comment avez-vous remis en scène ce contexte d'époque? Parce qu'on retourne en arrière, on a des préoccupations, on a une société très différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui, exactement. Alors, l'histoire se transpose dans différents lieux et différents stages de la société. Alors, Antoine, qui est le personnage principal, on le prend de sa naissance jusqu'à ce qu'il soit adulte. Et c'est pour ça que ça parle d'amour, parce qu'il y a une fiancée. Ça parle de guerre, parce qu'il a participé à la guerre. Et il a été fait prisonnier, enfin tout. Et ça se termine par une enquête policière. Parce que sa fiancée ne peut pas supporter l'idée qu'il était soit disparu, soit décédé ou quoi, et elle a quitté son village natal pour s'en aller à Montréal. Donc, il y a un exil, là. Il y a un exode, là. Oui, exactement. Okay. Et alors, il y a un chapitre consacré à cette fiancée-là, qui s'appelle Evelyne. Et je ne vais pas tout dévoiler quand même. Ah non, il faut juste donner aux gens le goût de le découvrir. Oui. Alors, donc, cette héroïne en mal d'amour, désespérée parce que son amoureux ne revient jamais de la guerre ou ne revient pas de la guerre, va avoir une vie très, très tourmentée de son côté. Très tourmentée, déchéance complète de sa vie. Alors, c'est pour ça que l'enquête policière entre en scène. Parce que Antoine la retrouve, mais comme ça. Mais on est dans un beau mélange de genres, en fait. Oui, vous avez un peu inventé une mixité entre les genres, tout en restant dans la fiction. On a un roman d'après-guerre qui nous amène dans un espace amoureux. Mais on a ensuite tout le drame de cette héroïne qui va se terminer par une enquête policière. Donc, on est dans le thriller à la toute fin. À la toute fin, oui. Absolument. Comment avez-vous pu jouer avec ces différents éléments? Oh, mon Dieu. En laissant aller votre imagination, simplement? Oui, c'est tellement difficile à expliquer. Il y a des gens qui écrivent, qui sont très disciplinés. Tous les jours, ils vont écrire pendant 1 heure ou 2 heures. Et moi, je ne fonctionne pas comme ça, pas du tout. Je ne peux pas m'asseoir devant mon ordinateur et dire, bon, là, j'écris. Non, parce qu'il faut que l'inspiration soit là. OK. Et à un moment donné, je trouve un mot qui va débloquer. Et là, je continue la saga. Mais j'entre beaucoup
dans mes personnages. OK. J'entre beaucoup dans ce qu'ils peuvent ressentir. Parce que vous savez, quand vous donnez vie à un personnage, vous ne pouvez pas le changer tout au long de l'histoire. C'est vrai. Alors... Il vit. Il vit. Vous lui donnez sa vie. Oui, absolument. Et ses sentiments, ses regrets, ses remords, sa peine, enfin tout, c'est ressenti, ça. Alors, on sent derrière Louise-Marie Saint-Vincent cet amour pour les personnages, son attachement pour les personnages. Et on suit l'histoire de cet amour perdu en étant un peu désespéré avec eux. Il n'y a pas beaucoup d'espoir dans votre œuvre. Oui. Non, les gens qui l'ont lu, certains me disent, mais mon Dieu, que c'est sombre. C'est sombre. Ah, c'est triste, pauvre homme, ça a été difficile, sa vie, tout ça. Mais je ne l'ai pas voulu comme ça. Ça s'est déroulé comme ça. C'est ça, ça s'est écrit au fil des événements. Oui, absolument. OK. Et s'il y avait un message à retenir du livre Un amour perdu, quel serait-il? Promouvoir la paix dans le monde. OK. Donc, votre message, vraiment, ou votre intention, c'est de démontrer à quel point les guerres sont inutiles? Oui, c'est ça. Et combien c'est dommage de sacrifier la vie des gens. OK. De défaire? Oui. De défaire ou Oui. d'enlever la vie de personnes qui auraient pu avoir, par ailleurs, une destinée beaucoup plus heureuse? Oui, avoir fondé un foyer, avoir une vie normale, quoi. Maintenant, derrière Louise-Marie Saint-Vincent se cache une auteure qui s'appelle Louise Côté-Nantel. Oui, c'est moi. Louise Côté a déjà écrit un premier ouvrage, je crois. Parlez-nous de votre premier livre. Le premier livre, c'est encore de la fiction. Mais c'est toujours fiction qui peut être réalité quand même. Alors, j'ai commencé à écrire ce livre-là à la naissance de ma première petite fille. Alors, je me suis dit, il faudrait mettre sur papier les sentiments d'une grand-maman qui devient grand-mère une première fois. Et j'ai jamais pensé que ça ferait un livre. J'ai commencé à écrire. Et souvent, dans mes écritures, je prends le personnage au moment actuel, disons, elle était comme grand-mère, mais je fais un retour en arrière. Alors, c'est la vie d'une femme à travers l'évolution de la société. C'est que la femme, dans les années 20, n'avait pas le droit d'être médecin ou d'avoir des professions comme ça. Alors que c'était très frustrant pour cette jeune fille-là. Et puis, ça raconte ses amours, sa rencontre avec son mari. Donc, on est toujours dans le roman. Oui, toujours dans le roman. Vous avez mis en scène la situation d'une grand-mère qui revisite son passé. Oui. C'est oui, ça? Parce que elle est grand-mère. Ça se passe dans une réunion familiale à l'été. Tout le monde est là, les enfants, les petits-enfants. Et il y a une petite enfant qui lui rappelle tellement comment elle était étant jeune. Et elle est très fatiguée et elle s'endort sur son fauteuil et dans son rêve. Elle revit. Oui. Elle revit son passé. C'est ça. Est-ce que dans le premier ouvrage sur les îles du souvenir, on a aussi un message caché? Non, je ne penserais pas. C'est plutôt prendre conscience que la femme était vraiment coincée. Coincée, elle n'avait pas le droit de vote, elle n'avait pas le droit de ci et ça. Alors, c'est juste à montrer l'évolution de la société, de la femme à travers tout ça. Et de le passer de la grand-mère à la génération de la petite fille oui, devient ça. Une façon de ne pas perdre la mémoire de ce qui a été fait. Exactement. Okay. Et quand le conjoint prend sa retraite, les frictions qu'il peut y avoir. Effectivement. Oui, mais c'est de la réalité quand même. Oui, bien c'est ça, c'est que vous incarnez quand même tout le processus de changement social autour de la condition féminine. Oui. Est-ce que vous-même avez été une féministe ou une femme engagée dans les changements sociaux? Pas du tout. Pas du tout. Mais vous êtes témoin de l'évolution c'est ça, de la société. Par ce que ma mère a vécu, puis la réelle-grand-mère, enfin tout. Là. Oui. Oui. Alors, vous êtes un témoin.
Et vous témoignez dans ce livre-là de l'état des choses par rapport aux conditions féminines. Exactement. Mais j'ai jamais été pro-féministe, non. Moi, j'étais très sage, j'ai été mère, j'ai été épouse et mère. OK. Par contre, l'effet de prendre la plume et de témoigner de ce passage du temps sur la condition féminine est quand même un message qu'on envoie aux jeunes générations de rester vigilantes par rapport aux avancées. Et qu'on se souvienne. Qu'on se souvienne du passé. Oui, qu'on se souvienne. Et si vos deux livres se rejoignaient, c'est dans le thème de la mémoire. Parce que dans les deux cas, vous travaillez avec le thème de la mémoire. Oui, oui. Oui, c'est un fait. Est-ce que nous aurons le plaisir de lire à nouveau des ouvrages de Louise-Marie Saint-Vincent? Là, je viens de terminer un recueil de nouvelles et de poésie. Et c'est fait, c'est fignolé, tout ça. Alors, éventuellement, je vais on retrouvera un ouvrage... En ce qui a trait à un troisième roman, je ne sais pas. Plus difficile à imaginer pour le moment. Bien, écoutez, c'est un gros projet, ça. Oui. C'est que ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je ne me mets pas d'échéance quand j'écris, là. La plupart des gens ignorent à quel point c'est du travail d'écrire un roman. C'est plusieurs mois, voire plusieurs années de sa vie qu'on y consacre. Absolument. Alors, ça peut constituer un rêve à une certaine époque de notre vie et pas nécessairement par la suite. Et la beauté de la chose, c'est que les gens peuvent se procurer maintenant Un amour perdu, qui a été publié aux éditions Première Chance, disponible sur Internet ou dans les différents réseaux. Facebook, je suis sur Facebook. Facebook également. Et le premier, Sur les ailes du souvenir, signé cette fois-ci par Louise Côté-Nantel, est aussi disponible et les gens, bien évidemment, doivent vous connaître et vous retrouver. Alors, je vous quitte avec une petite pensée de Milan Kundera qui dit « L'amour demeure une interrogation continuelle. » Comme c'est beau. Merci. J'ai été heureuse de vous accueillir. Le plaisir était pour moi, Marie. Alors, je termine cette émission avec un grand plaisir en vous rappelant notre promotion. Si vous voulez gagner le journal de notre amour, il vous suffit de faire un courriel à info@tvrl.ca. Inscrivez-vous nombreux. Nous serons heureux de vous attribuer ce journal dans le cadre de la Saint-Valentin. Merci. À la prochaine. Thank you.